Alors, bonsoir à toutes et tous. Nous nous retrouvons ce soir dans le cadre de notre cycle de webinaires Me soigner demain, qui, où, comment et pourquoi, afin d'aborder l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Avant d'entrer dans le vif du sujet, de passer la parole au docteur Patrick Karcher qui animera cette soirée, je vous informer de certains détails techniques. Vous l'avez vu, vos micros et caméras sont coupés pour plus de facilité de communication entre les différents intervenants. Je vous invite à poser vos questions dans le chat et elles seront adressées à nos interlocuteurs à l'issue de l'ensemble des interventions. À la fin de l'intervention de Monsieur Carnin, nous lui poserons les questions que vous lui aurez adressées parce qu'il doit s'absenter plus tôt. Ce webinaire est enregistré, il sera disponible sur la chaîne YouTube de l'EREJ. Une bibliographie thématique pourra également être mise à votre disposition sans plus tarder. Je passe le relais à Patrick. Je vous souhaite une bonne soirée. Oui, merci Bénédicte. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce troisième épisode de la série de webinaires que nous organisons maintenant depuis le début de l'année. Et série de webinaires qui sont consacrés aux soins et au système de santé, comme l'a dit Bénédicte, aux défis et aux tensions éthiques auxquels il a déjà et auxquels il aura encore plus à faire face à l'avenir. Le premier webinaire, pour ceux qui ont participé, se rappelleront sans doute, a été consacré à la vision du soin par deux soignantes, infirmières et médecins, qui nous ont décrit un peu les dilemmes éthiques tels qu'ils les vivaient sur le terrain au quotidien. Le second volet s'est intéressé au système de santé français, à sa genèse, son fonctionnement, ses spécificités pour essayer de comprendre dans quoi on travaille effectivement, et puis ses points forts et ses points faibles, et puis on a fait quelques ouvertures sur son avenir. Je rappelle, ces webinaires sont toujours accessibles en ligne, comme le sera celui-là. Aujourd'hui, le troisième webinaire a pour thème l'accès aux soins, que l'OMS a ajouté en 2000 au droit à la santé pour tous. Toute personne a droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Et oui, donc ça dépend effectivement des législations et des pratiques nationales. Et nous allons donc plus particulièrement discuter aujourd'hui de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap pour commencer à essayer d'explorer cette question de l'accès aux soins. Alors, en guise d'introduction, je vais juste rapporter rapidement 4 actualités très récentes. 17 septembre, publication d'un rapport de la Cour des comptes, un de plus, sur l'accueil des personnes en situation de handicap en Wallonie, par manque de structures adaptées en France. Le rapport rappelle 7000 adultes et 1200 enfants sont actuellement français, sont hébergés en Wallonie par manque de place. La création envisagée de 1800 places changera que très marginalement la situation. Le même jour, l'association SAMI Urgences de France dénonce une dégradation du fonctionnement des urgences cet été par rapport à l'été dernier, contrairement aux affirmations du dernier ministre de la Santé. 200 services d'urgence sur les 331 consultés ayant signalé une diminution de leur activité par manque de personnel. Le 21 septembre, l'annonce de la nomination du gouvernement. On note l'absence d'un ministre délégué ou d'une secrétaire d'État spécifiquement dévolue au handicap, qualifié d'oubli dans la précipitation. C'est quand même particulier d'oublier ça comme ça dans la précipitation. Ils n'ont pas oublié le ministre de l'Intérieur, qui a depuis été rattrapé. Et enfin, le 23 septembre, l'accès aux soins sera un enjeu majeur pour moi, a déclaré, comme à peu près tous ses prédécesseurs, au poste de ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, lors de la passation de pouvoir. Donc voilà, c'est quelques éléments pour planter un peu le décor de cet état de lieu que nous allons faire de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. On essaiera également d'envisager des pistes d'amélioration s'il y en a. Et nous avons invité pour ça 4 intervenants. Alors, nous allons commencer d'abord par le témoignage d'un usager en situation de handicap qui fera part de son expérience. C'est Alexis, il a demandé, et c'est pour ça qu'on le fera, de l'appeler par son prénom et de le tutoyer pour plus de facilité pour lui et plus de confort. Puis on recevra le professeur Alain Léon, anesthésiste réanimateur, ancien directeur du site d'appui et de l'EREJ, de Champard-Nenoy et de l'EREJ, qui fera un état de lieu en présentant les résultats de l'enquête handifaction. Il nous dira à quoi ça correspond.
Ensuite, le docteur Carolet, praticien hospitalière, chef des urgences au CHU de Rennes, qui présentera une action réalisée en faveur de l'accès aux soins des personnes handicapées, justement à ces urgences. Et enfin, le docteur Stéphane Carnat, gériatre au centre départemental de repos et de soins de Colmar, nous parlera de la situation des personnes handicapées vieillissantes qui, effectivement, elles subissent une double contrainte, à la fois d'être en situation de handicap et d'être âgées, ce qui est une cause de stigmatisation chacune. Très bien, donc voilà. Tout d'abord, commencer par Alexis, qui va nous parler un peu de ses relations avec le système de santé et des difficultés qu'il a pu rencontrer. Alexis, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends très bien. Ah, bonjour Alexis. Bonjour. Alors, raconte-nous un peu quelle est ton expérience de la relation avec le système de santé, je crois tout particulièrement avec les urgences, d'après ce que j'avais compris lors de notre dernière entrevue. Oui, Tu peux nous en parler un peu? j'ai attendu une bonne demi-heure pour me faire recoudre la tête et tout. Et quel est ton ressenti par rapport à cette situation? J'étais pas accompagné d'un éducateur et tout. C'est surtout ça qui a posé problème, le fait que tu ne sois pas accompagné, c'est ça? Oui, Et habituellement, vous êtes accompagné est-ce que tu es accompagné lorsque tu vas chez le médecin ou oui, c'est le médecin, je suis accompagné. systématiquement? Et là, ça se passe beaucoup mieux. Quel est le rôle pour toi de l'accompagnateur dans cette situation? C'est pour me, me rassurer et tout. Hmm. Donc, c'est essentiellement une question de réassurance dont tu as besoin lorsque tu es confronté effectivement aux professionnels du soin. Oui. Hmm. Et là, pourquoi tu n'as pas été accompagné, en l'occurrence, par un Ils m'ont, accompagnateur? ils ont appelé AVSL et tout, et j'étais obligé d'être pris en charge par un AVSL et tout. Et donc l'accompagnateur ne pouvait pas venir avec le VSL, c'est ça? Non, Ils étaient pas assez sur le groupe. ils étaient pas assez sur le groupe. Ils n'étaient pas suffisamment nombreux en personnel dans l'institution au moment où c'est arrivé, c'est ça? Oui. Mhm. Et du coup, quand tu es arrivé, tu as eu l'impression qu'on prenait en compte déjà, tu leur as dit que tu étais en situation de handicap, ou que ça a été Ah, signalé à un moment ou à un autre? oui, je l'ai dit. Mhm. Et ça a changé quelque chose, tu as l'impression? Ils font, ils font attendre. Ils t'ont fait attendre autant, c'est ça? Ouais, ils m'ont fait attendre longtemps. Dans la communication que tu avais avec eux, tu as eu l'impression qu'ils faisaient quand même attention au fait que tu étais en situation de handicap? Oui. Oui? Qu'est-ce qu'ils faisaient donc, du coup? Il, pa- il passait devant. Je lui dis quand je passe pour me faire recouder et tout. Euh, Ils, ils m'ont dit d'attendre 2 minutes. D'accord. D'attendre 2 minutes, et oui, alors je lis en même temps ce qu'écrit ton éducatrice, je pense, en parallèle, hein. Donc tu as attendu visiblement 4 heures aux urgences en tout, c'est ça? Et jamais, elle précise effectivement que l'accompagnement n'est jamais possible aux urgences parce qu'il n'y a pas assez de monde pour accompagner aux urgences, et que c'est, je suppose, un soin qui n'est pas programmé.
Ça va durer combien de temps? Est-ce que tu as encore d'autres choses à nous dire sur ton contact, ta relation avec Non, les soignants? Non. c'était quand même long pour le VSL aussi. Oui. Et en dehors il a appelé une infirmière qui est venue. Et en dehors du fait qu'un accompagnant vienne avec toi, qu'est-ce qui aurait pu t'aider au niveau des urgences pour que tu te sentes mieux? Est-ce que tu imagines ce que tu aurais pu éventuellement, ce qui aurait pu être fait? En dehors du fait que ça aille plus vite, ça c'est parfois compliqué. Ça m'aurait rassuré. L'accompagnant. Oui. Mhm. Et en dehors de l'accompagnant, tu vois ce qui aurait pu être fait aux urgences pour essayer d'améliorer la situation et surtout de diminuer ton anxiété? Ben oui. Mhm. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Après, j'étais obligé de... Je peux rentrer vers, je crois, 21h. Mhm. Et qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour t'aider mieux? Me rassurer et moins stressé. C'est surtout le problème de la réassurance, c'est ça qui pose problème lorsque tu es là-bas. Ouais. C'est un milieu que tu ne connais pas. Ouais. Et puis, on rajoute toujours mon accompagnant. Le manque de repères temporels aux urgences, visiblement, était également un grand problème. C'est-à-dire qu'effectivement, enfin, ce que tu as peut-être évoqué, lorsqu'on te dit 2 minutes et que ça dure des heures, c'est certainement aussi quelque chose qui complique les choses. Oui. Ok. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter à ton témoignage à ce sujet? Non. Ok. Ben, merci beaucoup, Alexis. Et puis, Ouais. voilà, ben, merci. On va continuer. Alors, je ne sais pas, est-ce que Alain, entre-temps, est arrivé? Non, il ne saurait tarder. Il ne saurait tarder. Très bien, Madame Caroline, est-ce que vous avez la souplesse de nous parler de votre expérience aux urgences de Reims, donc où Oui, vous êtes alors, responsable de service des urgences? oui, voilà. Alors, moi, je suis responsable du service des urgences à Reims. Mmh. Et effectivement, ce que raconte Alexis, c'est hélas ce que l'on a comme expérience régulièrement dans un service d'urgence qui reçoit en moyenne 150 patients par jour, dont la durée moyenne de passage est en général pour les plus chanceux, c'est-à-dire ceux qui vont pouvoir sortir directement, en général, c'est plutôt aux alentours de 3 heures. Ceux qui risquent d'être hospitalisés ou dont la prise en charge est un peu plus longue, c'est quand même plutôt dans les 5h30. Donc, ce que raconte Alexis sur un délai, enfin, sur une durée de passage de 4 heures ne m'étonne pas du tout, même si on a essayé effectivement de faire au mieux. Il faut bien comprendre aussi qu'un service d'urgence ne classifie pas les urgences en fonction, hélas, alors on essaye bien sûr dans la mesure où le moment où les gens se présentent le permet de prioriser par exemple du handicap, la rapidité de prise en charge, mais le premier rôle d'une infirmière d'accueil, c'est de prioriser les gens qui risquent de mourir. Donc, c'est de prioriser en fonction de la gravité de l'événement aigu. Donc, Alexis, quand il arrive avec sa plaie de cuir chevelu, il ne constitue pas une urgence vitale, effectivement, même si on comprend bien que c'est plus compliqué pour lui que pour d'autres d'attendre qu'on puisse s'occuper de lui. Mais oui, c'est une énorme contrainte. Et ce que je comprends aussi, c'est qu'un service d'urgence, par définition,
une personne en situation de handicap, ce n'est pas son lieu commun, et donc c'est forcément extrêmement hostile et anxiogène. Et donc, vous avez mis en place une démarche pour faciliter l'accès des personnes handicapées Alors, du coup, vous voulez que je fasse ma présentation tout de suite ou... Si vous voulez bien, parce que… Eh ben, allez, alors, je vous mets mon PowerPoint et puis je vous mets la fenêtre, voilà. Ah bah, je vais commencer par la première. Est-ce que vous l'avez bien là? Oui. Oui, vous avez mon PowerPoint. Donc, j'ai essayé de vous faire un petit récapitulatif de ce qu'on fait à Reims, tel que c'est actuellement, avec toutes les imperfections qu'il y a dans ces prises en charge et dont nous sommes tout à fait conscients. Alors, tout d'abord, quand on a essayé au fur et à mesure du temps, maintenant depuis une dizaine d'années quand même, et après, entre autres, la signature de la charte de Romain Jacob avec l'établissement, on a essayé de s'améliorer dans la prise en charge des patients handicapés. En particulier, on a donc nos internes, les internes des urgences, j'entends, parce qu'en garde, on a aussi les internes de l'ensemble de l'établissement. Donc, pour eux, c'est un petit peu plus complexe. Mais nos internes qui sont là tous les jours en journée ont des cours, ont des cours tous les jeudis pendant les 2 premiers mois, les jeudis complets. Et au cours de ces enseignements, ils reçoivent par l'équipe d'Andy Relais de l'établissement un cours spécifique sur la prise en charge des patients en situation de handicap, la façon de les accueillir, la façon de les aider à comprendre ce qui leur arrive et la façon d'être moins anxiogène pour eux. Mais ça reste effectivement quelque chose. Et donc, et de la même façon, nos étudiants ont des formations à la faculté qui leur permet d'avoir une approche plus empathique et quelquefois plus adaptée, même si on voudrait que ce soit encore mieux, bien évidemment. Dès l'infirmière d'accueil et d'orientation, on essaye d'identifier les patients qui ont besoin d'un aidant, parce que je vous rappelle que, par exemple, moi, dans un service qui reçoit 150 patients par jour, j'ai exactement 15 box d'examen, ce qui veut dire que la plupart, en tout cas en forte période d'affluence, la plupart des patients présents dans les urgences sont dans des zones d'attente, entre des paravents, dans des couloirs, ce qui n'est clairement pas la situation la plus, voilà, la plus satisfaisante. Et quand les gens sont hors d'un box d'examen, pour en tout cas monsieur tout le monde, on essaye de ne pas garder les aidants et les accompagnants parce que ça devient très très compliqué d'avoir à la fois 60 patients en zone d'attente et leurs accompagnants. Pour autant, on a mis l'infirmière d'accueil a à sa disposition des badges qui peuvent être aidants professionnels ou aidants familial. L'un comme l'autre, on répertorie la structure et la fonction des gens qui accompagnent, et en particulier pour les gens handicapés ou pour les personnes âgées qui sont non communicantes ou qui sont en situation de fragilité particulière, on autorise les aidants à être avec eux pour l'intégralité du passage dans le service. Ce qui effectivement est très rassurant, et on entend bien Alexis que s'il avait eu quelqu'un qu'il connaît et qui puisse l'accompagner, qui soit dans ses repères, ça aurait été plus facile pour lui. Donc nous, on essaye de ne pas les séparer quand on en a connaissance et quand ils sont présents. Et effectivement, lors des formations internes, régulièrement, on rappelle tout ça à nos infirmières et on reforme toutes nos nouvelles infirmières d'accueil de façon à ce qu'elles soient au fait de ces difficultés et de la nécessité d'être beaucoup plus tolérants pour les accompagnants et les aidants. Pour préparer une rencontre complexe qui est celle de la personne en situation de handicap et
le service d'urgence parce que clairement, on est deux mondes qui n'avons ni les mêmes objectifs, ni la même temporalité et du coup, c'est toujours un peu compliqué de se rencontrer. On a mis en place, on a assez régulièrement des informations ou des retours, en particulier avec notre structure Handi Relais, sur les structures médico-sociales, sur leurs demandes, sur les choses qui se sont bien passées ou sur les choses qui ont été plus compliquées et qui nous permettent de travailler nos prises en charge et nous permettent de nous améliorer. Pour ça, on a besoin en particulier de comprendre la demande précise parce que quand on ne connaît pas un handicapé, quelquefois on va s'attacher à des choses qui sont son quotidien et qui en fait ne sont pas le fond de sa demande. Donc, il faut absolument qu'on ait cette vision commune de pourquoi est-ce qu'il vient chez nous. Alors, bien évidemment, en général, il vient chez nous parce que soit effectivement, c'est comme Alexis, un événement tout à fait inopiné, et auquel cas, j'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment d'autre choix qu'un service d'urgence, mais dans certains cas, c'est vraiment l'absence d'une filière adaptée, d'une filière qui accueille effectivement les personnes en situation de handicap, qui font que ces gens se retrouvent aux urgences, alors même que c'est certainement le milieu le plus difficile et le plus hostile pour eux. Donc, on a besoin de cette compréhension mutuelle de nos contraintes et de nos difficultés. Et je sais que pour ma part, je suis allée à plusieurs reprises dans des structures de type MAS pour me rendre compte un petit peu de ce qu'est le quotidien du handicap lourd, etc. Et nos étudiants à Reims font systématiquement des journées d'intégration en fait dans ces structures, des journées d'immersion dans ces structures qui leur permet derrière d'être un petit peu plus à l'aise quand ils ont ces patients-là à prendre en charge. Donc, on a, je trouve, un assez bon climat de confiance entre les structures qui nous confient leurs patients handicapés et les urgences. Et parce qu'en fait, nous, aux urgences, les handicapés sont des gens… alors, si eux ont peur en venant chez nous, quelquefois, ils créent de l'anxiété aussi chez nous sur les difficultés à les prendre en charge, les difficultés à les soulager, à être performants dans leur cas, parce que c'est souvent des gens aussi polypathologiques dont la prise en charge est loin d'être simple. Pour ça, on a un élément qui nous rend grand service et qui a été mis au point chez nous il y a déjà un certain nombre d'années, qui est une fiche de liaison avec laquelle les structures nous adressent leurs personnes handicapées, donc, et sur lequel on a un bon récapitulatif de ce qu'ils font habituellement, de leur mode de communication, et effectivement, on a un motif précis du pourquoi ce patient vient aux urgences et de quel est le motif pour lequel on nous l'adresse et qui doit faire l'objet d'un diagnostic et d'une prise en charge dans tout un état qui est préalable et voilà, et qui nous est bien décrit dans l'autonomie, etc. Ce qu'il y a de très bien aussi quand les gens sont en structure, c'est que d'une manière générale, ils arrivent, alors si possible avec un aidant, donc aidant dont on va essayer d'identifier la compétence parce que quelquefois c'est un éducateur, quelquefois ça peut être un aide-soignant, quelquefois c'est une infirmière, donc ça va nous permettre un petit peu de pouvoir avoir des informations supplémentaires par rapport à cette fiche. Et puis en même temps, souvent ils arrivent avec leur traitement habituel et ça c'est très important pour nous parce qu'il y a un certain nombre de traitements dont on ne dispose pas aux urgences et quand ils l'ont, ça nous permet de leur administrer et de ne pas avoir de difficultés particulières, enfin qu'il n'ait pas de difficultés particulières par manque de traitement habituel. Donc ça, c'est une fiche qui nous rend bien service et qui, je pense, fluidifie pas mal la prise en charge et la façon dont on s'immerge un petit peu dans la situation du patient. Donc, dès l'admission, le premier soignant, alors qui est souvent l'infirmière d'accueil, elle prend connaissance de cette fiche de liaison, donc elle va être…
elle va du coup assez bien identifier la problématique qui se pose. Bien sûr, elle va, comme pour tous les patients se présentant aux urgences, prendre les constantes du patient, essayer d'évaluer du coup le risque vital. Elle va parler avec le patient, mais également identifier les dents avec sa petite affichette et en même temps, elle va se préoccuper auprès de les dents quand il y a des choses des particulières à faire ou à prendre en compte. Et c'est elle qui va s'assurer de l'installation adaptée de la personne, c'est-à-dire que s'il y a, bon, on a de plus en plus de brancards équipés de matelas à mémoire de forme, etc. Mais pour autant, c'est quand même, enfin, on a conscience que l'installation pour certains patients handicapés est essentielle pour éviter les complications, pour limiter les escarres, etc. Et on ne voudrait pas en plus leur apporter des complications. Et puis, à ce moment-là, ben, c'est aussi le moment où on essaye de faire en sorte d'expliquer nos possibilités et nos contraintes. Et c'est vrai qu'un patient handicapé qui vient à 9 h du matin, il ne sera pas pris en charge de la même façon que s'il arrive à 17 h, où c'est l'heure où les urgences sont absolument bondées et où ben, la prise en charge est forcément beaucoup plus contrainte, le temps risque d'être plus long, l'infirmière, s'il y a besoin d'un bilan, elle sera moins disponible et donc ça prendra aussi plus de temps. Donc tout ça, on va essayer de l'expliquer d'emblée, simplement, tout en essayant de faire en sorte que ce soit le plus fluide possible. Durant la prise en charge, ce qui nous paraît, nous, très important, c'est de permettre à la fois au patient et à son aidant d'identifier parfaitement l'équipe. Donc, quand je parle de l'équipe, il y a un médecin responsable du dossier, donc qui va s'occuper du patient, une infirmière qui va lui prodiguer des soins, une aide-soignante qui va être à son écoute pour tout ce qui est les soins généraux, quoi, les soins, le confort, etc., l'hydratation, éventuellement l'alimentation. Et c'est important pour nous que tant le patient que l'aidant puissent identifier qui s'occupe de lui et puissent solliciter les gens qui sont ses référents pour poser ces questions, en fait. Et là, on va essayer également de lui expliquer, par exemple, s'il a besoin d'une prise de sang, parce que nous, on en a besoin pour faire un diagnostic, s'il a besoin d'imagerie, etc., et comment ça va se passer, et comment est-ce qu'on va faire enfin, comment est-ce qu'on va réussir à faire un diagnostic, quelquefois, c'est pas très simple, et d'initier le traitement. Dans la prise en charge, effectivement, la gestion de l'attente pour les patients handicapés, c'est quelque chose qu'on a plus de mal que pour un patient. Alors, je vous rassure, hein, tous les patients ont horreur d'attendre dans un service d'urgence et s'y trouvent généralement beaucoup trop longtemps. Mais voilà, mais pour autant, nous, on a conscience que c'est plus compliqué à gérer pour les gens en situation de handicap. Donc, nous-mêmes, on essaye de faire des efforts d'explication et des efforts d'amélioration de cette attente, même si, voilà, ça reste très contraint dans un service d'urgence où il y a beaucoup de monde en fonction des heures. Et par contre, dès l'admission, et avec l'accord des aidants, parce que souvent, ils sont mieux à même que nous de nous dire qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui est satisfaisant pour la personne en situation de handicap, on va essayer de donner directement les traitements pour la douleur pour que le patient soit soulagé et essayer de limiter au maximum les phénomènes d'anxiété. La gestion des besoins physiologiques, elle est souvent contraignante pour tout le monde parce que pour un certain nombre de cas, par exemple, la prescription du à jeun. Alors, être à jeun, ça veut dire pouvoir avoir à boire de l'eau, pouvoir avoir certaines choses, mais pour autant,
comprendre qu'on ne peut pas donner à manger ou qu'on va attendre un résultat d'examen avant de pouvoir nourrir les gens ou leur permettre d'accéder à certaines choses, c'est quelque chose qui est souvent compliqué à comprendre pour eux. Donc, on essaye de leur expliquer ce à quoi ils peuvent, dont ils peuvent bénéficier, en particulier l'eau qui est exceptionnellement contre-indiqué, sauf vraiment troubles digestifs, vomissements, choses comme ça. Mais on essaye de leur expliquer clairement comment ils peuvent être pris en charge. Et puis, effectivement, quelquefois, il faut réexpliquer, quelquefois, il faut donner le temps aux questions, parce que quelquefois, on se rend compte que les réponses qu'on apporte, elles ne répondent pas à leurs questions. Et leur questionnement, il est quelquefois bien autre de ce que nous, on a pu imaginer. Si on ne prend pas le temps des questions, souvent on passe à côté de choses. Et j'ai souvenir en tête d'une jeune fille qui arrivait bon, elle était à la fois handicapée et on lui avait mis pour une fracture de jambe, de malléole, on lui avait mis une attelle plâtrée, mais à aucun moment on lui avait expliqué que cette attelle allait être temporaire. Et donc, elle était très en refus de ce soin et très opposée aux soins, alors tout simplement parce qu'on avait omis de lui expliquer, probablement parce que le médecin qui l'avait vu initialement, c'était tellement évident pour lui qu'elle n'allait pas l'avoir définitivement, qu'il n'avait pas pris le temps de lui expliquer que c'était un traitement temporaire, mais par le fait, et moi en fait, je n'ai compris cette position que grâce à sa sœur qui m'a expliqué que effectivement, pour elle, la grande angoisse, c'était d'avoir cette attelle toujours. Et donc, si on ne laisse pas le temps à la personne en situation de handicap ou à son aidant parce qu'il est près de lui tout le temps de poser les questions qui les préoccupent, forcément, on majore l'angoisse et on majore les difficultés. À la sortie, alors on s'est bien mis d'accord, entre guillemets, sur tout ce qui était nécessaire à une sortie, j'ai envie de dire, efficace pour les patients en situation de handicap. On explique évidemment les traitements, on essaye d'expliquer le diagnostic et les résultats des différents examens qui ont eu lieu et on les rend. Les résultats, on les rend écrits, on les imprime de façon, de même que le compte rendu, on essaye de tout rendre au patient dans un dossier et ce dossier va pouvoir le suivre dans sa structure de vie et être accessible aux gens qui le prennent en charge habituellement. Si on a un traitement d'urgence ou s'il y a des prescriptions qui doivent être des traitements qui doivent être administrés rapidement, dans la mesure où on les a aux urgences, on essaye de donner les 24 premières heures de traitement pour faciliter le suivi du traitement, quoi, parce qu'on se rend bien compte que quelquefois, ça va être difficile pour les structures si on renvoie un patient à 21 heures, il n'aura pas ses traitements peut-être avant midi le lendemain. On connaît ça, nous, déjà à l'hôpital, donc on imagine bien que les structures médico-sociales, elles auront toutes les difficultés à les avoir. Et donc, on essaye de leur donner le traitement. Et puis, on essaye pour tous les patients handicapés, alors ça, qu'ils soient en structure ou qu'ils rentrent chez eux, de bien se mettre d'accord avec eux sur la faisabilité de ce qu'on leur demande, de ce qu'on leur prescrit. Parce que quelquefois, on n'a pas l'intégralité du handicap en tête et on va prescrire des choses qui, en fait, ne seront pas réalisables et vont mettre les gens en difficulté. Donc, on essaye d'avoir cette communication et cette discussion avec les personnes en situation de handicap elles-mêmes, mais aussi avec les aidants, qu'ils soient sur place ou qu'ils soient au téléphone, pour s'assurer que le retour ne posera pas problème. Alors, ceci dit, je ne l'ai pas mis dans la diapositive, les patients en situation de handicap qui doivent être accompagnés en ambulance ou qui doivent être accompagnés en VSL, on sait que le temps d'attente des moyens de transport de retour, il peut être extrême. Chez nous, certaines personnes attendent 6 heures, 8 heures à une ambulance pour retourner chez elles ou en structure, que ce soit une structure type MAS ou que ce soit une structure, un EHPAD ou quoi,
Parce qu'en fait, les ambulances de garde, elles sont faites d'abord pour amener les gens à l'hôpital et pas du tout pour les ramener. Donc, ils ne les ramènent que quand il n'y a plus personne à amener. Et ça, c'est extrêmement pénalisant pour quelqu'un qui des fois est prête à sortir, mais va devoir avoir 3 ou 4 heures de plus dans un service d'urgence, rien que parce qu'il n'y a pas de transport pour le ramener. Alors, nos projets d'amélioration, et on en a, voilà, on en a parce qu'on a conscience de nos limites et de nos failles. C'est d'abord de poursuivre la formation et l'information des équipes régulières. Pour vous donner un ordre d'idée, la semaine dernière, enfin là, dans le courant septembre, j'ai fait 2 journées de formation à nos infirmières. Eh bien, la prise en charge des handicapés et l'empathie vis-à-vis d'eux et la façon dont on les prend, dont on les gère et dont on les prend en charge a fait partie de la formation, de façon à essayer à ce que tout le monde soit bien au fait. Ce qui est aussi très important, c'est de permettre à nos personnels de connaître toutes les possibilités locales de prise en charge et de suivi. Parce que le passage aux urgences, quelquefois, il peut être évité si on connaît bien les filières. Donc, si on peut donner aux gens l'opportunité d'être mieux pris en charge dans leur filière et donc d'éviter les urgences. On collabore très, très régulièrement avec l'équipe d'Andy Relais du CHU qui normalement ne nous est pas dédiée puisque eux, ils organisent justement l'hospitalisation ou les consultations programmées des patients en situation de handicap, mais ce sont des patients ressources pour nous qui sont très, très intéressants à interpeller quand on se sent un peu limité ou quand on veut améliorer la prise en charge en filière de ces patients-là. Communiquer sur l'application Handifaction parce que effectivement, ça, en particulier, moi, je le communique beaucoup aux soignants pour leur expliquer que effectivement, il y a une évaluation de leur travail et il y a une satisfaction. Et quand nous, on est voilà, quand je vois que dans la Marne, on est à 13% de refus de soins ou de difficultés de soins, alors d'un côté, je me dis c'est pas mal par rapport à certains autres secteurs, mais je me dis que c'est vraiment encore beaucoup trop et que effectivement, il faut qu'on en soit tous conscients. Et en connaissant ces indicateurs, on a plus de chances d'y être attentif. Dans le service, on a des écrans dynamiques et donc dans lesquels on peut faire passer de nous des informations. C'est l'occasion pour nous de faire de l'information un peu au fil de l'eau et on y met la prise en charge des patients handicapés, l'intérêt des badges aidants, etc. De façon à la fois à informer les gens handicapés, mais aussi tous les usagers des urgences qui quelquefois ne comprennent pas forcément notre position par rapport au handicap, hein, parce qu'il ne faut pas non plus imaginer que les autres personnes qui attendent sont très ouverts au fait d'attendre un peu plus pour qu'un patient en situation de handicap passe plus vite. Et puis, on a en vue de faire une vidéo de présentation. Alors là, je sais que c'était plus pour des patients, par exemple pour des patients autistes ou etc., pour essayer de montrer notre service et de leur permettre de le visualiser avant de se présenter aux urgences parce qu'on sait qu'ils peuvent tous en avoir besoin à un moment ou à un autre. Et donc, cette vidéo devrait pouvoir être diffusée pour les aider à appréhender les lieux et à appréhender la façon dont la structure fonctionne. Voilà, c'était les choses que je voulais dire concernant les urgences et la prise en charge des patients handicapés aux urgences. Merci, docteur Carolet, hein, pour cette belle présentation, effectivement, d'un projet qui est tout à fait intéressant et qui montre une fois de plus hein, qu'il y a quand même le facteur temps est un facteur essentiel hein, de façon générale à l'hôpital et ça c'est vraiment un facteur qui n'est que très peu pris en compte dans une logique de flux qui est actuellement celle de l'hôpital. Or le temps est essentiel. Puis le deuxième élément aussi qui me semble très important et que vous avez
signalé à plusieurs reprises, y compris là dans le dernier projet, c'est la connaissance mutuelle des structures. Et ça me semble tout à fait important. Enfin, l'idée, effectivement, de faire une vidéo pour présenter de façon anticipée à quoi peut ressembler des urgences, ça me semble effectivement une idée tout à fait intéressante qui existe aussi. Enfin, il y a des équivalents en pédiatrie où effectivement, par le jeu, on essaie d'anticiper l'arrivée des enfants à l'hôpital en leur montrant à quoi ça peut ressembler et à diminuer un peu le choc que ça peut être. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'il y aura des questions. Voilà, tout à fait. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions tout à l'heure. Tout à l'heure. Je vais passer la parole à Stéphane Carnin, qui est praticien hospitalier au centre départemental de repos et de soins à Colmar et qui porte la question des personnes en situation de handicap vieillissant déjà depuis de nombreuses années. Je le connais également depuis de nombreuses années. Je sais que c'est une idée qui le hante depuis longtemps et qui, malheureusement pour l'instant, mais il nous le dira, a du mal à voir un progrès. Tu as la parole. Merci Patrick. Les personnes handicapées qui avancent en âge se définissent depuis globalement 2010 comme des personnes qui sont à la fois en perte d'autonomie, mais qui sont aussi des personnes qui voient qui sont d'abord handicapées et qui voient secondairement arriver toutes les vicissitudes de l'âge. C'est la vraie définition, donc ça exclut toutes les personnes qui ont un handicap qui est lié uniquement à l'âge. Et donc, il y a deux conséquences. La première, c'est la perte d'autonomie, c'est ce que je disais. Et la deuxième, ce sont des personnes qui vont avoir une augmentation de la prévalence des maladies, une augmentation de la prévalence des maladies, à la fois les maladies liées à la cellule, c'est l'ensemble des cancers solides ou des pathologies hématologiques, et c'est d'autre part aussi l'ensemble des maladies liées aux vaisseaux, c'est l'ensemble des problématiques vasculaires cérébrales, infarctus du myocarde ou des artériopathies périphériques. Donc, la définition même de l'augmentation des prévalences des maladies va entraîner d'une part, le contact plus fréquent avec le secteur hospitalier et d'autre part aussi des nécessaires organisations, aussi bien dans les établissements médico-sociaux, parce qu'il va falloir distribuer les médicaments et prodiguer des soins techniques, que dans le monde ouvert. Et je voudrais simplement rappeler que 10% des personnes qui vivent avec handicap sont en institution. C'est celles qu'on connaît bien parce qu'on les voit bien tous les jours, mais que 90% vivent avec handicap en milieu ouvert et que là encore, des problématiques dans le vieillissement sont encore beaucoup plus complexes, puisque le vieillissement en institution, il est à peu près appréhendé, alors que le vieillissement en milieu ouvert est beaucoup plus diffus et que les solutions sont clairement moins évidentes et moins organisées pour ces personnes qui vivent en milieu ouvert. Donc, lorsqu'on a une augmentation de la prévalence de ces maladies, ça veut dire aussi que la notion de directive anticipée, lorsque les gens sont sous protection juridique, elle est particulièrement complexe puisque du fait de l'autodétermination, ces personnes ne peuvent que difficilement accéder à un statut de décideur et donc on en est à essayer de mettre en place des notions de coefficient d'intensité thérapeutique et j'entends bien ma collègue des urgences, je pense que c'est à nous de préparer le terrain et de donner toutes les informations pour que lorsqu'arrive une situation difficile, les décisions puissent être prises. Je donne souvent comme exemple, lorsqu'une personne vit avec une trisomie 21 et qu'elle présente un cancer du côlon, le cancer du côlon, on sait traiter et le problème, la trisomie, on sait l'accompagner. Mais lorsque quelqu'un a un anus contre nature, donc une stomie, dans les établissements médico-sociaux, quelqu'un qui arrache
25 fois sa stomie par jour, on sait tout simplement pas gérer et donc on est obligé de prendre des décisions thérapeutiques, des stratégies thérapeutiques qui sont pas forcément celles que l'on a appris donc en formation primaire à la faculté et qui sont forcément liées à la qualité de vie restante et que l'on doit apprécier avec d'autres critères. Donc très clairement, l'augmentation de la fréquentation des lieux de soins. Donc, c'est quelque chose qui sera probablement évoqué tout à l'heure par Alain Léon et que Madame Carole a déjà évoqué. On a essayé de le quantifier par le baromètre handifaction, qui a d'abord l'intérêt, le grand intérêt d'être rédigé par les intéressés eux-mêmes. On est là encore dans l'autodétermination, là où on a eu souvent des évaluations faites par des professionnels eux-mêmes. Là, ce sont les personnes qui vivent avec handicap qui vont donc déterminer le niveau de soins et qui vont donc aider à l'évaluation des soins, que ce soit des soins de ville, que ce soit des soins hospitaliers, que ce soit des soins d'urgence ou que ce soit l'accès à la psychiatrie qui actuellement est aussi une problématique particulièrement difficile. Donc, le vieillissement se trouve alors dans une double discrimination puisque Patrick Karcher comprendra bien ma problématique lorsque on a des phénomènes de vieillissement. Et je voudrais en particulier citer le handicap psychique avec certaines pathologies qui sont notamment traitées par des médicaments efficaces comme le lithium. Eh bien, quand ils vieillissent, on peut avoir des insuffisances rénales et dans l'insuffisance rénale, elle est incompatible avec le fait de continuer un traitement par lithium. Donc, les gériatres, je les appelle les purs sucres parce que je suis un gériatre issu de cette filière, eh bien, ils vont arrêter les traitements par exemple de lithium ou les traitements psychiatriques au motif que la fonction rénale ne le permet pas et on n'a que depuis peu des publications américaines qui nous disent que le risque à enlever des thérapeutiques chroniques psychiatriques au motif d'une insuffisance rénale, eh bien, il est très clairement plus élevé et on sait maintenant qu'il ne faut pas arrêter le lithium même en cas d'insuffisance rénale, ce qui pose souvent des problèmes importants. Donc, on a très souvent, lorsque la personne vieillit avec son handicap, des espèces d'impasses thérapeutiques. Ça vise les neuroleptiques, ça vise un certain nombre de traitements psychiatriques. C'est pour ça qu'on a une utilisation extrêmement large des antidépresseurs qui sont relativement bien tolérés avec l'âge et donc on a un arsenal thérapeutique qui est quand même extrêmement limité et dans le handicap psychique, on sait aussi que le handicap psychique s'accompagne d'hospitalisation en psychiatrie, que l'hospitalisation en psychiatrie s'accompagne d'un tabagisme souvent important et là aussi on est devant des stratégies de renonciation au tabac qui sont très souvent compliquées, qui sont très souvent suivis de décompensation psychiatrique pour lesquelles on est relativement démuni. Donc, je voudrais dire clairement que ce que j'ai entendu tout à l'heure de ma collègue urgentiste, on est tout à fait dans cette même ligne. C'est à nous de préparer les consultations dédiées, c'est à nous de préparer des consultations blanches, c'est à nous de préparer aussi l'ensemble des médecins spécialistes d'organes ou de situations très, très dédiées à une intervention sur un terrain de handicap, sur un terrain de pathologie chronique souvent associées et de pathologies chroniques qui rendent les choses difficiles. Deux points essentiels sur lesquels je voudrais terminer. D'abord, quand les gens sortent des urgences, vous l'avez dit, madame, eh bien, il y a très souvent des préconisations et dans les établissements médico-sociaux, on n'a pas toujours les moyens de mettre en œuvre ce que les services de médecine aiguë nous demandent de faire. La deuxième chose, oui, mais ce sont des facteurs limitants
que nous, médecins, parfois, on est parfois très embêtés parce que ce ne sont pas des prescriptions compliquées, mais ce sont des prescriptions qui demandent des mises en œuvre qui, réglementairement, sont très encadrées, qu'on n'a pas les possibilités de faire. Et l'autre élément, je voulais dire aussi, sur le plan psychologique, nos personnes qui vivent avec handicap et qui vieillissent n'ont pas connu des prédécesseurs. C'est-à-dire qu'autrefois, on mourait à 40 ans. Autrefois, on mourait par un défaut de soins qui était assumé par l'ensemble de la profession médicale, et que maintenant, le vieillissement des personnes qui vivent avec handicap est rendu plus compliqué par l'absence d'image, mais aussi par le vieillissement de l'ensemble des personnes qui les accompagnent. Les parents ont disparu. La fratrie est souvent très démunis par rapport à ce vieillissement qu'on n'attendait pas, et que là aussi se jouent des drames en matière d'éthique et d'organisation de la vie et d'organisation du vieillissement médical d'une part, mais aussi social de ces personnes. Merci. Comme on a encore un peu de temps, peut-être pourrais-tu aussi encore nous parler de la problématique finalement de ces personnes qui en situation de handicap vieillissantes, qui finissent par ne plus trouver vraiment leur place ni dans le handicap ni dans la vieillesse, parce que ça c'est aussi une grande problématique. On a depuis, il me semble, depuis 20 ans, toujours pas résolu vraiment la question de savoir si c'est les structures du handicap qui doivent s'adapter au vieillissement, ou les structures du vieillissement qui doivent accueillir le handicap et donc s'adapter aussi, ce qui effectivement les met parfois dans un entre-deux complexe dans lequel ils sont finalement rejetés de part et d'autre. Alors je sais que c'est pas ce que je dis là. C'est très clairement la réflexion qui a conduit à cette définition des personnes handicapées qui sont vieillissantes, puisqu'elles ne sont pas acceptées dans les maisons de retraite. Leur moyenne d'âge, elle est souvent entre 60 et 70 ans, alors que la moyenne d'âge des EHPAD est plus près de 90 ans. Donc, l'ensemble de l'activité de l'EHPAD n'est pas adapté à leur rythme de vie. Les personnels éducatifs ont disparu, et en France, on a cette fâcheuse manie de séparer les choses d'avant 60 ans et d'après 60 ans. Donc, c'est tout à fait comme tu l'évoques, ces personnes ne sont ni à leur place complètement dans le milieu gériatrique. Les troubles du comportement sont là aussi parfois peu compatibles avec la promiscuité gériatrique. Les médecins gériatres sont très mal à l'aise avec des traitements psychiatriques chroniques, et donc avec lesquels ils n'ont pas tellement l'habitude d'avoir affaire. Et donc, par ailleurs, on explore aussi le fait d'avoir, je donne un exemple ici dans le Haut-Rhin, 50% des personnes vivant en établissements médico-sociaux ont plus de 45 ans, ce qui est la limite fixée par la CNSA pour l'obligation de vigilance des personnes handicapées qui vivent avec un handicap. Donc, clairement, c'est pratiquement la moitié de la population qui va vers un schéma de vieillissement avec des moyens qui sont toujours pas adaptés en termes médico-techniques, qui sont pas non plus adaptés en termes éducatifs, et pour lesquels, là encore, même si moi je ne pense pas qu'il faille créer une troisième voie distincte, mais clairement, actuellement, les constats sont faits. C'est une problématique dont je m'occupe depuis 1994. Au départ, on avait 2 ou 3 personnes âgées dans un foyer. Maintenant, on en arrive à des foyers qui ont 60 ou 70% de personnes qui sont dans un état de vieillissement et pour lesquelles les politiques publiques ne sont absolument pas claires, tout comme les stratégies médicales dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il faudra qu'on définisse des coefficients d'intensité thérapeutique sur des bases notamment éthiques qui restent à inventer et à réfléchir. Oui, merci. Oui, tout à fait. Enfin, je pense qu'effectivement, la question est très largement politique et éthique, tout à fait
C'est-à-dire qu'on a pour l'instant, et ça, comme tu le dis, ça fait maintenant plus de 30 ans au moins que la question est posée et que tu te la poses, on n'a toujours pas de réponse politique claire de la voie. Et effectivement, la séparation entre les personnes avant 60 ans qui sont en situation de handicap et les personnes après 60 ans qui tombent dans la dépendance, très étonnamment, alors qu'ils sont toujours en situation de handicap, est une question effectivement extrêmement difficile. Est-ce qu'il y a des questions à poser au docteur Carnin qui devra nous quitter avant la fin de l'exposé? Je laisse Bénédicte voir s'il y a des questions. Alors, pour le moment, nous n'avons pas de questions, mais n'hésitez pas, si vous en avez, à les inscrire dans le chat. On peut attendre quelques minutes, peut-être une minute pour vous laisser le temps d'écrire. Dans le chat, il y a eu beaucoup de commentaires très intéressants sur notamment l'intervention du docteur Carollet. L'intervention du docteur Carnin n'a pas encore donné d'autres commentaires, si ce n'est le commentaire de Frédéric Damans qui travaille en ESMS et qui explique qu'en fait, il y a un partenariat fort avec le CHRU de Nancy et cette ESMS pour pouvoir bénéficier de l'expertise et permettre aux résidents de rester chez eux même en perte d'autonomie. Voilà, donc a priori, c'est-à-dire que je pense que les initiatives fleurissent. Je sais que sur le CDRS, il y a, alors je ne sais pas si le projet d'équipe mobile handicap est déjà, enfin, c'est un projet toujours, mais enfin, ce genre de choses qui doit effectivement améliorer également au domicile, c'est en cours. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de politique générale claire, malgré, par exemple, le rapport de la Cour des comptes que je mettrai dans les références bibliographiques et qui, lui, est particulièrement bien fait. Enfin, le constat est bon, mais par contre, les politiques restent très timides sur ce domaine-là. On observe depuis quelques années que les constats sont tout à fait accablants. Tu citais le rapport de la Cour des comptes. Il n'est pas très médical. On pourrait y rajouter la liste que des gériatres français ont synthétisé pour essayer d'aider les collègues généralistes et urgentistes à définir des nouvelles stratégies. Je pense que c'est en cours. Mais clairement, il n'y a pas de cadre légal réglementaire des politiques de la vieillesse des personnes handicapées. C'est vraiment quelque chose qui manque. Certains disent qu'il faut laisser libre cours aux initiatives locales, c'est possible, mais je pense que c'est quand même plus difficile à superviser et à se rendre compte que dans chaque département, la politique peut être très différente, y compris chez nous en Alsace, où les deux départements ont fusionné, et où la politique du Bas-Rhin est totalement différente à celle du Haut-Rhin. C'est quand même un comble. Tout à fait. Bon. Amandine nous écrit que certaines initiatives locales devraient être généralisées à d'autres régions. Oui, le problème, je reviens quand même, c'est quand même une question de politique générale. Après que des initiatives locales se mettent en place, c'est très bien. Enfin, le CDRS en est un exemple, mais ça ne suffit pas. Enfin, on voit la problématique. L'autre rapport des comptes que j'ai cité tout à l'heure, il y a quand même près de 10 000 personnes qui sont en Wallonie parce qu'il n'y a pas de place. Donc ça ne peut pas se résoudre sur des actions locales. Il faut une politique générale. Voilà. Il y aura peut-être encore des questions. Je crois que Stéphane est là jusqu'à 19h15, donc si jamais. Et puis, je vais passer la parole à Alain Léon qui va nous parler de l'accès aux soins vu par les usagers au travers des enquêtes Handifaction dont il va bien sûr nous expliquer à quoi ils correspondent. Alain, es-tu là? Vous m'entendez? Oui. Oui, ça, on t'entend, oui. Oui, parce que j'ai eu un petit souci à l'instant. Alors, il faut que j'arrive à partager le…
Et te voilà également, te vois le aussi. document, mais je n'ai pas, pour l'instant, De partager? de partager le diaporama. Pour l'instant, je n'ai pas de... Ça ne marche pas. Alors sinon, je Bon. vais le faire, Alain. Oui, Je d'accord. m'en charge. Ça marche. Très bien. Très bien. Bah, écoutez, lancez-le et je vous dirai de passer les diapos quand il s'agit de les passer. Ça vous Oui, va? Ça y est, très c'est bien. bon. Voilà. Alors, peut-être que là, la diapo est coupée. Enfin, il me faut la totalité de la diapo. Il me manque un petit bout. Voilà. Voilà, ça y est, c'est bon. Alors, moi, c'est vrai que je vais vous parler de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Je dirais tout secteur confondu et vous exposer en fait les résultats du dernier trimestre du questionnaire Handifaction qui, il faut le rappeler, comme l'a d'ailleurs dit tout à l'heure notre collègue, est lié aux réponses proposées par les personnes en situation de handicap. Il est bien évident qu'un certain nombre de personnes ne sont pas en mesure peut-être de comprendre toutes les questions et d'y répondre, c'est entendu, mais quoi qu'il en soit, il y a environ 30 000 personnes qui sont susceptibles de répondre à ce questionnaire par an au niveau national, puisque c'est un questionnaire qui existe depuis plus de 5 ans, qui a été repris par la Caisse primaire d'assurance maladie, qui est diffusé par elle et qui en réalité se charge de collecter les réponses et de les transmettre en didactique, et en particulier à Pascal Jacob, qui en fait une analyse régulière, et celle-ci nous est proposée tous les trimestres. Je voudrais d'abord remercier Carole Carolet, avec qui j'ai eu la chance de travailler quelques années, plusieurs années en tout cas, au CHU de Reims. Et c'est vrai que depuis fort longtemps, elle est très engagée à la fois dans je dirais, la formation des étudiants en médecine, y compris les étudiants en médecine qui rencontrent pour la première fois, dans le contexte d'urgence, des personnes en situation de handicap, mais qui a aussi énormément travaillé pour modifier, changer, améliorer l'organisation de la prise en charge des personnes en situation de handicap. Moi, j'ai l'habitude de penser et de dire que si l'hôpital, si le système de santé réussit à passer au travers des crises, c'est essentiellement grâce au personnel. Quels que soient les statuts, quelle que soit leur place en fait dans le système de santé, qu'il s'agisse des aides-soignantes, des médecins, des administrations, c'est tous ces gens en fait qui ne comptent pas leur temps, qui ne comptent pas leur énergie en fait pour maintenir et essayer de faire évoluer au fil du temps les choses. Ils savent bien qu'on ne peut pas tout attendre, je dirais, de nos administrations pour avancer un peu plus. Diapositive suivante, et je voudrais commencer par celle-là. Effectivement, le 21 septembre 2024, lorsque le nouveau gouvernement est annoncé, eh bien, il n'y a pas de ministre ni de secrétaire d'État en charge du handicap, alors que depuis plusieurs années, il y avait au moins une place, un fauteuil réservé à une personne qui connaissait un peu, beaucoup, le handicap. Là, nobody. Pourquoi? Et pourtant, j'aime bien cette phrase en fait de Scott Fitzgerald dans Gatsby le Magnifique. Il faudrait comprendre que les choses sont sans espoir et être pourtant décidé à les changer. On va y revenir. Diapositive suivante. Alors, le baromètre Handifaction, c'est un baromètre national qui mesure l'accès aux soins des personnes vivant avec un handicap, et il est élaboré à l'aide d'un questionnaire qui est complété par les personnes concernées et ou leurs aidants. C'est un questionnaire qui est diffusé au niveau national, mais qui est aussi utilisé, plus ou moins, enfin exactement, dans d'autres pays de la communauté européenne. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui a fait j'allais dire, tâche en tant que, je dirais, activité.
Et les résultats que je vais vous proposer sont ceux du deuxième trimestre 2024, qui a en réalité interrogé 36 500 personnes, en tout cas qui a analysé 36 530 personnes. Il y a un certain nombre de personnes qui ont répondu plusieurs fois à l'occasion de plusieurs consultations, en tout cas de plusieurs recours. Et c'est vrai que l'assurance maladie, qui a bien compris l'intérêt de ce questionnaire, en fait, a fait de gros efforts ces 2 dernières années pour faire en sorte que, en réalité, il y ait un taux de réponse qui soit important. Et grosso modo, c'est à peu près une augmentation, je dirais, d'une année sur l'autre, des questionnés et des répondants à ce questionnaire. Diapositive suivante. Alors, dans un premier temps, et très rapidement, nous allons voir les résultats nationaux qui portent sur le trimestre avril 2024 au 30 juin 2024. Diapositive. Il est constitué de cette façon. La personne en situation de handicap, et quand je parle de personne en situation de handicap, je ne parle pas du papa, de la maman, de l'aidant, c'est vraiment la personne en situation de handicap qui a recours à un besoin de soins, un besoin de santé. Il y a plusieurs possibilités. Quand je vois un médecin, je réponds au questionnaire. Et si le soin a pu être effectué, je précise le lieu de soin, le type de soin et ma satisfaction avec précision du parcours de soins. La deuxième possibilité, c'est lorsque je subis un refus de soins, je réponds au questionnaire, je précise le lieu de ce refus, le motif de refus et le type de soins refusés. Si la recherche d'un soignant est toujours en cours, eh bien, je précise le type de soin recherché, le lieu souhaité pour le soin. Alors, au passage, d'ailleurs, quelquefois, ce n'est pas plus facile pour une personne, je dirais, valide, sans problème particulier, de trouver à l'heure actuelle un lieu de soin, il faut le dire. Quand j'abandonne mes soins, je réponds au questionnaire si le soin a été abandonné, la raison de l'abandon et le type de soin abandonné. Diapositive suivante. Alors voici les résultats au niveau national pour ce trimestre. 78% des personnes ont été soignées, 22% des personnes n'ont pas été soignées, elles n'ont pas pu effectuer ou faire effectuer leurs soins. 13% ont abandonné leur recherche sans trouver de soignant, c'est considérable, et 4% ont subi un ou plusieurs refus et ont abandonné le soin. 5% ont subi un ou plusieurs refus et cherchent encore un autre soignant. C'est important parce qu'en réalité, cela veut dire que 78%, 28 626 réponses ont pu trouver un lieu de soins et effectuer leurs soins ou faire effectuer leurs soins, dont 5% ont subi un refus avant de pouvoir effectuer leurs soins dans un autre lieu. C'est extrêmement important. Donc, en réalité, ce refus de soins est considérable. Vous avez sur la diapositive suivante ce qui se passe au niveau national. Bon, je suis désolé, mais les pourcentages n'apparaissent pas sur la diapositive. C'est probablement un effet PowerPoint. Bon, c'est pas grave. Vous voyez que les départements les plus clairs, en fait, sont les départements où il y a le moins de refus de soins. Par contre, les départements les plus foncés, ce sont les départements où il y a le plus de refus de soins. Diapositive suivante. Alors, on va s'intéresser ce qui nous motive encore plus, c'est le Grand Est. 4326 réponses, même trimestre, diapositive. Pardon, vous voyez que en ce qui concerne le Grand Est, eh bien, on n'est plus à 22%, mais à 17% de personnes qui n'ont pas pu effectuer leurs soins. 9% ont abandonné leur recherche sans trouver de soignants. 3% ont subi un ou plusieurs refus et ont abandonné leurs soins et 4% ont subi un ou plusieurs refus et cherchent encore un autre soignant. Ce qui veut dire que 83% des personnes ont pu trouver un lieu de soins et 4% ont subi un refus avant de pouvoir effectuer leurs soins dans un autre lieu. Alors, nous, on aimerait croire qu'en réalité,
ces résultats, en fait, sont consécutifs à la démarche que nous avons eue, en fait, dans l'Est de la France, et en particulier à Reims, puisque la faculté de médecine de Reims a contribué très largement, ainsi que l'espace de réflexion éthique d'ailleurs, à l'élaboration et l'écriture de la charte Romain-Jacob dans sa formation des personnes en charge d'eux. Et en réalité, la mise en place, enfin, je dirais la publication de cette charte s'est accompagnée en réalité comment je dirais, d'un travail de volonté expérientielle pour les jeunes étudiants, les étudiants de fin de deuxième année de médecine, en réalité, passent 8 jours à l'heure actuelle dans les établissements médico-sociaux depuis 4 ans, c'est-à-dire qu'ils vont à la rencontre à la fois des personnes en situation de handicap, mais aussi des soignants, des administrations, je dirais globalement avec une grande satisfaction des enseignants, bien entendu, mais aussi des étudiants qui découvrent en réalité un monde qu'ils ne connaissaient pas. Ces formations, en fait, se sont accompagnées aussi avec la mise en place d'enseignements spécifiques destinés à former les étudiants, je dirais, au monde du handicap. Diapositive suivante. Alors, celle-ci est, je dirais, très intéressante puisqu'elle met en évidence les spécialistes qui ont refusé un soin. Alors, autre 26%, 50 refus de soins dans la région Ouest, un Grand Est, sur 196 sur 3 mois refus de soins, ce sont essentiellement des médecins généralistes, mais vous voyez que en réalité, les spécialistes, eh bien, grosso modo, refusent à peu près entre, j'allais dire, 2 et 10% des patients en situation de handicap, et le pompon revient aux chirurgiens dentistes, puisque vous avez 23 refus sur 196. Alors, le taux de refus, finalement, dans le Grand Est est de 12%, diapositive. Nous avons vu tout à l'heure que ce taux sur la carte de France, en fait, est un des taux les moins élevés, j'y reviendrai, 14% au niveau national. Et lorsque on s'intéresse aux motifs de refus, eh bien, ce qui revient le plus souvent, c'est « on n'a pas voulu de moi ». Alors, d'autres explications aussi, enfin d'autres motifs, le délai d'attente dépassait 6 mois. Ça touche tout le monde. Trouver un rendez-vous chez un ophtalmo, même quand on est bien portant pour une première consultation, ça peut demander 6 mois, voire quelquefois plusieurs centaines de kilomètres. Je ne sais pas, je n'avais pas assez d'argent, le lieu n'était pas accessible et le lieu était fermé. Mais vous voyez, essentiellement, on n'a pas voulu de moi. Et vous voyez que lorsqu'on s'intéresse à ces résultats depuis 2021, 11% en 2021, 10%, 12%, 12%, c'est quelque chose qui est assez stable, en tout cas dans la région Grand Est. Diapositive. Les répondants qui ont abandonné leurs soins, parce qu'on a vu que finalement, à peu près 50% de ceux qui se voient refuser un soin finissent par abandonner le soin. Les raisons de l'abandon, ce sont des refus des soignants, la perte de l'envie de se soigner car c'est trop difficile, ne savaient plus où se rendre, pas d'argent pour le transport, aucun accompagnant, aucun moyen de transport, et l'accompagnant était indisponible. Diapositive suivante. Alors, je ne reviens pas sur les maladies. Vous voyez, en ce qui concerne le déroulement du soin, et ça c'est intéressant parce qu'on a parlé tout à l'heure, avec Carole nous a parlé de l'accompagnement. L'accompagnement, les personnes en situation de handicap jugées avoir besoin d'être accompagnées dans 35% des cas. Et pour ces 35% des cas, l'accompagnant était refusé en consultation dans 89% des situations. C'est-à-dire que l'accompagnant n'a quasiment pas le droit de rentrer. Je vous rappelle d'ailleurs qu'au passage, la personne de confiance, elle peut accompagner n'importe quelle personne en consultation. Ça fait partie, je dirais, du droit des patients.
Qui a été accompagnant? Un membre de ma famille, un professionnel du soin ou un de mes amis. L'explication des soins, eh bien, l'explication des soins, grosso modo, c'est plutôt satisfaisant. 89% des personnes ont eu des réponses aux questions qui étaient, je dirais, compréhensibles. Mais vous voyez aussi qu'il y a un certain nombre de patients qui n'ont pas compris les réponses qui étaient fournies par les soignants et en particulier peut-être les médecins. La prise en charge de la douleur, eh bien, grosso modo, dans 75% des cas, la douleur est prise en charge à l'occasion de ces demandes de soins. Diapositive. Regardons un peu ce qui se passe à l'hôpital, peut-être pas dans le service de Carole, mais grosso modo, vous voyez que tous les secteurs, en tout cas les services en demande de soins par ces personnes ont été concernés. Alors on s'intéresse à l'hôpital. En ce qui concerne les personnes qui ont subi un refus à l'hôpital, et en particulier aux urgences, 29 fois sur 171, c'est énorme. Le lieu était fermé, le lieu n'était pas accessible, je n'avais pas assez d'argent, je ne sais pas. Le délai d'attente dépassait 6 mois, on n'a pas voulu 2 mois. On n'a pas voulu 2 mois, c'est probablement la réponse la plus intéressante parce que le délai d'attente qui dépasse 6 mois aux urgences, ça paraît peu crédible. En tout cas, un fort pourcentage des personnes soignées sont passées par l'hôpital, 1192 réponses, hein, et en réalité, 228 personnes sont soignées par les urgences et par les services. Et grosso modo, bien sûr, un fort pourcentage de ces patients avaient besoin d'un accompagnement qui n'a pas été accepté. Un certain nombre ont posé des questions pour lesquelles ils n'ont pas obtenu de réponse et un pourcentage ont vu leur douleur un fort pourcentage des personnes ont vu leur douleur malgré tout prise en charge, prise en compte. Diapositive. Alors, vous avez ici les résultats, une sorte de synthèse des régions, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, et vous voyez que dans le Grand Est, finalement, eh bien, grosso modo, 83% des personnes sont soignées, 17% des personnes seulement ne sont pas soignées, et c'est le meilleur score avec les Hauts-de-France. Et le taux de refus de soins, eh bien, c'est 11% pour les Hauts-de-France, 12% pour le Grand Est. Hein, ce qui est considérable finalement, avec un taux d'abandon de recherche de soins qui est le moins important au niveau national. Et en réalité, sur ce tableau, vous avez tous les éléments du questionnaire analysé. Diapositive, alors ça c'est encore plus intéressant puisqu'on peut... Diapositive suivante, s'il vous plaît. On peut regarder ce qui se passe département par département. Vous voyez que finalement, eh bien, pour la France entière, c'est 22%. Dans le Grand Est, on a dit que c'était 17%. Dans les Ardennes, c'est peut-être un peu moins facile. Dans l'Aube, 19%. Mais vous voyez, dans la Marne, effectivement, je ne sais pas s'il y a un effet faculté de médecine, mais en tout cas, il faut le noter, 13%, c'est un bon score. La Haute-Marne fait mieux, hein, et pourtant, ce n'est pas le département le mieux doté en moyens, je dirais, en tout cas en personnel médicaux. Hein. Et puis, ce qui concerne le taux de refus de soins, vous voyez que là aussi, la Marne, je ne sais pas, celui qui a mis un petit pouce en l'air là sur le diaporama, mais c'est pas mal. Diapositive suivante. Alors, bon, là, c'est grisé sur la diapositive, mais je voulais la résumer très, très simplement. Ce qu'il faut noter, c'est que en réalité, eh bien, le taux de refus de soins persiste au niveau national. Vous avez vu entre 17 et 22, 25%. Ce taux de refus de soins est non négligeable chez les spécialistes et en particulier chez nos collègues chirurgiens dentistes. C'est un problème et je sais que notre collègue, en tout cas notre directeur de l'espace éthique, en tout cas site d'Appui Champagne-Ardenne, est très attaché
à ces résultats est très attaché en fait à la formation pour que ce taux diminue, mais ce taux diminue aussi au niveau national parce que je sais qu'elle est très très impliquée au niveau national. Il y a certainement sans aucun doute un gros effort à faire pour accueillir les accompagnants au même titre que on accueille le parent d'un enfant de 8 ans dans une consultation lambda, au même titre que l'on accueille la personne de confiance lorsqu'il y a lieu. Diapositive suivante, et je crois que c'est la dernière. Mais tout vient à point à qui sait attendre, puisque le 27 septembre 2024, Charlotte Parmentier-Lecocq a été nommée ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap. Et comme le rappelle La Fontaine, patience, longueur de temps font plus que force ni que rage. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup Alain pour cette présentation des chiffres. Oui, il faut garder espoir, écrit ça, oui, certainement. Ce qui est quand même assez frappant, effectivement, c'est la disparité entre à la fois les régions, mais également au sein des régions, entre les départements. Hein. C'est l'Alsacien qui a regardé le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. La différence est majeure. Hein. C'est tout à fait terrible. Ça correspond effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Stéphane, à des politiques de prise en compte des situations de handicap qui sont tout à fait différentes. D'où peut-être quand même, une fois de plus, le rappel que les politiques nationales sont quand même essentielles, même si les initiatives locales sont importantes. Mais il faut impérativement qu'il y ait une politique nationale de manière à ce qu'il n'y ait pas d'injustice, parce que là, on voit bien que suivant l'endroit où vous vivez en situation de handicap, vous n'avez pas les mêmes accès aux soins. Voilà, merci beaucoup. Ce que oui. je pourrais ajouter, si tu me le permets, c'est qu'en réalité, oui, bien sûr. dans le cadre de la mise en place, en tout cas de la charte Romain Jacob, hein, qui, pour beaucoup d'établissements se sont engagés, ont signé cette charte, se met en place progressivement un comité de suivi de la charte Romain Jacob, hein, qui est un comité qui est censé travailler sur le terrain, ou au plus près du terrain, au plus près des départements, et à partir des résultats d'handifaction, pour essayer à la fois de comprendre et d'améliorer, je dirais, cette situation. Bon, on sait très bien que pour améliorer, je dirais, passer de 10% à 5%, ça va demander de gros efforts. C'est probablement, on peut dire que c'est probablement plus facile de passer de 25% à 10%. Mais en tout cas, passer de 10% à 5%, ça veut dire d'aller voir vraiment sur le terrain ce qui se passe, et ça va demander, en tout cas aux membres des comités de suivi, beaucoup de travail. Merci pour ces précisions. Très bien, donc on remercie aussi à tous les intervenants pour cette très belle présentation. On va pouvoir ouvrir les questions. Je passe la parole à Bénédicte qui va manager les questions. Pour l'instant, il n'y en a pas encore dans le chat. Quelques réactions qui sont intéressantes sur l'intégration des étudiants en médecine, dans les ESMS notamment, pour de l'immersion en faculté d'odontologie. Donc voilà, vous avez quelques minutes pour pouvoir poser vos questions si vous le voulez bien. Oui, je pense qu'effectivement, la formation est tout à fait importante. Là aussi, il faut, une fois de plus, une démarche nationale. Hein. J'ai vu que quelqu'un écrivait qu'il avait beaucoup de mal à faire venir les étudiants de médecine générale en ça se passe dans les établissements médico-sociaux dédiés au handicap. Moi, le gériatre, j'ai eu toutes les peines du monde. Enfin, je ne suis pas arrivé à faire rentrer effectivement les médecins généralistes en formation pour des stages courts et pour qu'ils découvrent à quoi correspond une structure. Alors, on l'a déjà dit tout à l'heure avec le docteur Carolet, c'est aussi un problème de connaissance mutuelle qui permettra d'améliorer les choses.
si de chaque côté on a peur de la structure et de l'autre côté peur des patients, ça n'améliorera certainement pas les choses. Il faut impérativement que la formation se poursuive, enfin se mette en place plus exactement. Ben, écoutez, nous n'avons pas de questions. C'est que les propos ont été clairs. Si je peux me permettre, Oui, je dirais que je pense que, en tout cas pour les futurs médecins, pour les futurs soignants, je dirais l'amélioration, pour faire simple, hein, pour faire en sorte qu'il y ait une amélioration de la prise en charge des personnes en situation de handicap, les facultés de médecine doivent saisir, y compris d'ailleurs les écoles de soignants, quelle que soit la fonction, le métier, hein, kinésithérapeute, ergothérapeute, psychologue, etc., doivent saisir l'opportunité qui leur est donnée d'augmenter, je dirais, leur champ de compétences à partir de l'expérience. Parce que c'est bien souvent, pour un certain nombre de personnes en situation de handicap, une autre médecine. Hein. La neurologie n'est pas classique, l'orthopédie n'est pas classique, enfin un certain nombre de spécialités ne sont pas classiques et c'est une opportunité fantastique qui est donnée en fait aux facultés de médecine d'élargir leurs connaissances au profit de la société. Donc je crois qu'il ne faut pas rater ça, il faut absolument que nos doyens, nos ministères, y compris d'ailleurs le ministère des universités et de la recherche, hein, se mettent en phase pour aller dans ce sens-là. Il ne suffit pas de proposer à tout le monde de faire du sport. Hein. Non, tout à fait d'accord. Oui. Et puis en plus, enfin, s'adapter aux particularités d'un patient, c'est le cœur du métier de soignant, en dehors même de la question du handicap. C'est-à-dire que ce qu'on apprend sur l'adaptation au handicap est bonne pour la médecine en général. C'est-à-dire que repasser à l'individu et soigner un individu, eh bien, lorsqu'on est dans des extrêmes, comme certaines personnes en situation de handicap très handicapées, lorsqu'on est dans des situations de personnes en situation de handicap vieillissant, on est vraiment obligé de s'adapter, de réfléchir, et c'est bon pour la médecine en général d'avoir cette réflexion-là. Oui, tu as raison, l'amélioration de la prise en charge des personnes en situation de handicap devrait profiter, et profite déjà sans doute un peu, devrait profiter en tout cas de la prise en charge des personnes âgées, hein, très âgées. Qui sont des personnes en situation de handicap. Hein. Moi, j'insiste toujours. Moi, le gériatre est un médecin des personnes âgées en situation de handicap et pas de personnes dépendantes. Ça, c'est une particularité française, hein, je le rappelle. Il n'y a personne qui imagine. Je partage ce point de vue. Mais c'est bon pour les patients en général de permettre dans la formation des médecins et des soignants en général de s'adapter aux cas particuliers. Pas d'autres questions, Bénédicte? Alors, à souligner... Oui. À souligner l'expérimentation en fait du stage d'immersion dans les ESMS à la fac de médecine de Nancy. C'est vraiment quelque chose pour l'instant qui est obligatoire dans la formation initiale de deuxième année. Donc, et ça reste pour l'instant basé sur le volontariat pour les étudiants en pharmacie et en odontologie. Voilà. Alors ensuite, SAR qui nous indique que les chirurgiens dentistes ont un DPC qui valide à la thématique tous les ans et une 50aine de personnes la valident.
Et il y a aussi au niveau local une réflexion globale, une valorisation de ce qui est déjà fait, qui peut se faire dans l'axe populationnel, personnes en situation de handicap, du contrat local de santé de Reims. Donc dans les régions, il y a quand même des choses qui se font, des initiatives, mais effectivement, comme on disait tout à l'heure, il faut aussi parfois une volonté politique pour mettre du liant et puis donner de l'impact peut-être plus important à tout cela. Bon, je lis sans avoir forcément peur, Madame Bombard, des personnes en situation de handicap. Un des problèmes vient, me semble-t-il, de la prise en charge des personnes en situation de handicap. Que la prise en charge, pardon, paraît moins noble, oui, ça c'est vrai que la médecine se centrait beaucoup sur la technique et tout ce qui n'est pas technique. Or là, il y a de la technique, mais il y a avant tout du contact humain et de l'adaptation aux situations individuelles, ce qui est très noble, mais n'est peut-être pas nécessairement vu comme noble. Mais moi, je suis convaincu qu'au contraire, c'est le centre du soin. Hein. Le problème, c'est que le soin en France n'est plus qu'entendu que par le traitement. Le soin, c'est l'attention à l'autre. C'est ça, son étymologie. Le traitement n'est venu de se mettre là-dessus que très tardivement. Voilà. Mais je ne sais pas s'il y a plus de questions. Je pense que c'est terminé. On va laisser encore 5 minutes pour s'il y a encore des questions. Très bien. Bah, écoutez, oui, visiblement, il n'y a plus de nouvelles questions. Donc, je remercie les intervenants pour leur exposé extrêmement éclairant et puis également pour les commentaires de toutes les personnes qui ont participé. La série des webinaires concentrés à la santé va continuer avec une nouvelle date en décembre. On continuera à explorer l'accès aux soins, très certainement sur les populations vulnérables, mais pas nécessairement en situation de handicap. Et on vous enverra bien sûr le lien dès que le programme sera finalisé. Oui, on peut avoir accès au diaporama, a priori. Tout le monde est d'accord? Oui, tout le monde semble. Oui, ce sera possible, notamment sur le replay aussi. Ça peut être un moyen de pouvoir pouvoir revoir ces diaporamas avec les commentaires des intervenants. Et la session a été enregistrée, donc là aussi, vous pouvez éventuellement y avoir un nouveau accès, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Merci beaucoup encore à toutes et tous pour votre participation et à bientôt dans une nouvelle session. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.